Réunion extraordinaire des pays membres du bassin du lac Tchad ce matin au palais des congrès de Niamey. Objectif, unir les forces pour combattre Boko Haram. À l'Assemblée nationale, le ministre des Finances a présenté ce matin le projet de loi de finances pour l'année 2015 aux élus nationaux. Détail dans ce journal. Et puis, point de presse ce matin du sélectionneur national Gernot Rohr a publié la liste des joueurs retenus pour le match Niger-Zambie prévu le 11 octobre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les chefs d'État venus prendre part à la réunion extraordinaire des pays membres du bassin du lac Tchad ont été accueillis ce matin à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le président de la République Issifou Mahamadou. Voyons les temps forts de leur arrivée. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin s'est donc ouvert ce matin au palais des congrès de Niamey. Au cours de ce sommet, il a été question de l'analyse de la situation sécuritaire dans le bassin et les mesures concrètes à prendre dans la lutte contre le terrorisme. Qui dit menace sécuritaire dit Boko Haram. D'une simple école coranique, l'organisation vient d'être classée par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes. Précision avec Aïssata Issa Kindo. Boko Haram, de sa nomination abrégée en Hausa, ou groupe sunnite pour la prédication et le djihad, est un mouvement religieux du Nigeria, classé comme organisation terroriste par les États-Unis et fréquemment qualifié de secte. Le nom Boko Haram signifie l'éducation occidentale est un péché. Fondé en 2002 par Mohamed Youssouf, prédicateur radical à Maïdougouri,
capitale de l'État de Borno. L'organisation a pour objectif de faire appliquer strictement la charia dans tout le pays. Boko Haram, c'était d'abord une mosquée dotée d'une école coranique où les familles pauvres peuvent envoyer leurs enfants. L'organisation se politise et attire alors de jeunes étudiants en rupture de banc à l'université. Le groupe activement combattu par les forces armées nigérianes s'est illustré par une série de violences à l'encontre du gouvernement, des chrétiens et de la population musulmane des régions où il est implanté. Prenons un islam radical et rigoriste, voire secteur, l'idéologie du mouvement s'inspire des talibans d'Afghanistan. Rejetant la modernité et visant à instaurer la charia dans les États du nord du Nigeria et à l'étendre à l'ensemble du pays. Il lui est reproché de multiples exactions et des actes qualifiables de crimes contre l'humanité. Selon Marc-Antoine Pérouse de Montclos, spécialiste du Nigeria chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement IRD. Le groupe tient à la fois de la secte et du mouvement social. Dès ses débuts, il est sectaire. De par son intransigeance religieuse, son culte du chef, ses techniques d'endoctrinement, son intolérance à l'égard des autres musulmans et son fonctionnement en vase clos. Cependant, pour Mathieu Guder, professeur d'islamologie à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, Boko Haram n'est pas une secte, c'est un mouvement insurrectionnel islamiste. Dénonçant la constitution nigériane comme calquée sur les valeurs occidentales, Boko Haram déclare vouloir instaurer la charia et un État islamique sur l'ensemble du Nigeria. Cependant, à partir de 2010 et surtout des attentats de l'été 2011, il est possible que Boko Haram ait tissé des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ouverture donc ce matin au palais des congrès de la Réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du bassin du lac Tchad. Objectif, mettre en place une stratégie commune de lutte en vue d'éradiquer les menaces de la secte islamiste Boko Haram. Nous y reviendrons au cours de notre édition. Cela dit, à l'Assemblée nationale ce matin, le ministre des Finances a présenté solennellement le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2015 devant les élus nationaux. Un budget qui s'élève en recettes et en dépenses à 1707 milliards 140 millions 557 706 francs CFA contre 1676 milliards 890 millions 138 689 francs CFA en 2014, soit une hausse de 30 milliards 250 millions 419 017 francs CFA. Deux grandes parties ressortent de cette présentation du projet de loi de finances 2015 présenté par le ministre des Finances devant la représentation nationale. D'abord, le contexte économique et social. Dans ce volet, le ministre Jules Bayé a donné une situation évolutive de l'économie mondiale qui, de 3,4% en 2014, est allée à 4% en 2015. Dans le même volet, le ministre a souligné des hypothèses de politique économique et les principales orientations du budget 2015 de l'État. La politique 2015 vise à assurer la stabilité macroéconomique et à consolider une dynamique de croissance forte et soutenue, créatrice d'emplois. Cette politique s'appuie sur les allocations budgétaires avec les objectifs du plan de développement économique et social 2012-2015, mis en œuvre par les autorités, lui-même bâti sur la déclaration de politique. Autre hypothèse de politique économique. La poursuite de la consolidation de la paix et du climat sécuritaire. La poursuite du programme économique et financier et la mise en œuvre des réformes des finances publiques et du secteur financier visant la consolidation du cadre macroéconomique, l'exécution normale du PDES
à travers la poursuite notamment de la mise en œuvre de l'initiative 3N, de celle des grands chantiers tels que le projet de la boucle ferroviaire, la cimenterie de Kao, le barrage de Kandaji, la construction d'abattoirs modernes, la centrale électrique et thermique de Gorubanda, l'exploitation du gisement de charbon de Sarkadamna et la réalisation d'importantes infrastructures routières et des infrastructures prévues dans les secteurs sociaux. Concernant les principales orientations du cadre macroéconomique de la loi de finances 2015, on peut citer entre autres l'amélioration de manière sensible le niveau de vie de la population à travers une hausse de revenus par habitant. Cette première partie comporte également les principaux de l'exécution à mi-parcours du budget 2014. Sous les hypothèses de politique économique et de l'environnement résumées ci-dessus, le taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut, donc, s'établirait alors qu'il se situerait à 8,9% en 2014. Le taux d'inflation se stabiliserait à 2,3% en 2015. Les principales données au 30 juin 2014, les résultats ci-après. En matière de recettes, il a été réalisé 548 milliards 30 millions, soit 29,34% des prévisions. En matière de dépenses, des réalisations de 517 milliards 610 millions ont été effectuées, soit un taux de 27,72%. Ensuite, les dispositions de la configuration du budget de l'État 2015 a constitué la deuxième étape de ce projet de loi de finances, rubrique qui comporte les dispositions relatives aux ressources et aux dépenses. En matière d'impôt sur les bénéfices, ISB, une des mesures proposées consiste à prendre comme produit les gains constatés suite à une réévaluation libre d'un ou de plusieurs éléments d'actifs pour la détermination du résultat fiscal, conformément à la nouvelle norme comptable SISCOA entrée en vigueur le 1er janvier 2014. En matière d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Concernant donc cet impôt, la nouvelle mesure dispose que sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Cette mesure vise à soumettre tous les bénéfices distribués à l'IRVM, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. En matière de taxes immobilières, il s'agit tout simplement d'amender ce qui existe, c'est-à-dire supprimer l'expression fixée au sol à perpétuel demeure pour tenir compte donc de nouveaux équipements qui ne sont pas nécessairement fixés au sol et dont l'imposition est souvent contestée par les entreprises. En matière de taxes sur la valeur ajoutée, il est proposé que certaines activités jadis exonérées soient désormais soumises à la TVA. En réalité, il s'agit de ventes et reventes à l'intérieur des minerais d'uranium et substances dérivées en conformité avec les dispositions des directives de l'UEMOA en la matière. Ici, vous vous en doutez, il s'agit juste de s'aligner sur le texte réglementaire communautaire. En matière de droit d'accise, la mesure consiste donc à rehausser les taux de taxation des spiritueux et des produits du tabac. Cette mesure vise à porter les taux de taxation des spiritueux et des produits du tabac respectivement de 45 à 50% et de 40 à 45%. En matière de droit de timbre, le droit de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu'ils font timbrer fixé à 1 500 francs et abrogé en ce qui concerne l'attestation d'immatriculation au numéro d'identification fiscale. En matière de dépenses, les efforts qui seront entrepris par le gouvernement seront essentiellement à assurer la qualité et l'efficacité de la dépense publique par une meilleure allocation intersectorielle et intrasectorielle cohérente avec les orientations stratégiques du plan de développement économique et social et des politiques sectorielles. Créer des emplois dans les secteurs prioritaires identifiés par le PDS. Renforcer le programme et la budgétisation des actions de développement à travers la formulation et la mise en œuvre d'une matrice d'action devant favoriser la mise en place des budgets programmes.
En somme, voilà entre autres raisons qui justifient le projet de loi de finances au titre de l'année 2015 présenté par le ministre des Finances. Et puis ce communiqué de presse du CODAE, le CODAE c'est le collectif pour la défense du droit à l'énergie. Le communiqué est ainsi libellé, c'est avec une très grande tristesse que le CODAE a appris le décès de 9 soldats nigériens victimes d'un attentat suicide lors d'une attaque lancée le vendredi 3 septembre 2014 par des hommes du Moujao liés à Al-Qaïda, circulant en moto contre une patrouille de ravitaillement d'un contingent des forces armées nigériennes FAN à 80 km de Menaka dans la région de Gao. Cette attaque barbare, injuste, la plus grave perpétrée contre les troupes onusiennes déployées au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, MINUSMA, depuis son déploiement en 2013, touche profondément les familles nigériennes qui viennent de perdre leurs proches. Aussi, en aucun cas, ces hommes qui ont fait le sacrifice suprême ne doivent être oubliés. Les Nations Unies, la France et particulièrement le Mali et le Niger leur doivent reconnaissance, honneur et dignité. C'est pourquoi le CODAE invite expressément le président de la République malienne et son gouvernement de baptiser une place publique au centre de Bamako pour se souvenir de ces valeureux soldats nigériens fidèles à leur mission pour la paix dans ce pays frère. La plaque aidera les populations maliennes à se souvenir des 9 casques bleus nigériens afin qu'ils reposent en paix, tout en remerciant les vaillantes forces armées nigériennes. Enfin, en cette triste circonstance, le CODAE présente ses sincères condoléances au ministre de la Défense nationale et lui demande de bien vouloir transmettre à toutes les familles endeuillées qui ont accepté le prix du sacrifice ses condoléances les plus attristées. Que Dieu ait leur âme et console les familles éplorées. Amin. La suite de ce journal, les militantes et militants du MNSD Nassara de la commune de Sarkin Hausa, département de Mayaï, ont organisé un grand meeting sous la coupe de Issoufou Oumarou. Ce meeting a pour but de soutenir le secrétaire général du MSD Nassara, M. Albade Abouba. Le compte rendu de nos confrères de la télévision nationale. Jamais de mémoire d'homme, le département de Mayaï dans son ensemble, a fortiori les villages de Macheja Mbouchi dans la commune rurale de Serkin Hausa, n'a connu regroupement aussi gigantesque que celui-là, organisé par un fils du terroir, le nommé Issoufou Oumarou, sous la bannière du MNSD Nassara. Ce meeting constitue selon ses organisateurs une preuve sans précédent des militantes et militants MNSD Nassara de la commune de Serkin Hausa, de leur adhésion d'abord aux idéaux du MNSD Nassara, ensuite soutien à son secrétaire général Albade Abouba et un soutien à la politique poursuivie par le président Issoufou Mahamadou qui met en avant les intérêts bien compris des populations nigériennes. Les militants de Maché Jambouchi sont en effet déterminés à accompagner le programme de la renaissance du président de la République. Ils l'ont dit et exprimé sans demi-mesure à travers toutes leurs interventions. Ils ont demandé à Issoufou Oumarou, les héros de ce rassemblement, d'être leur porte-parole auprès des culs de droit pour lui annoncer cette nouvelle. Du reste, la déclaration issue de ce meeting affirme et confirme le soutien de ces populations au gouvernement actuel parce qu'étant l'expression d'une volonté clairement affichée d'une collaboration de l'ensemble des Nigériens et donner ainsi un nouveau cachet à la marche du Niger. Déclaration de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et du gouvernement d'Union nationale. Nous, militantes et militants,
sympathisantes et sympathisants du MNSD Nassara de la sous-section de la commune rurale de Cherkin Hausa, réunis à Machijambouchi ce jour vendredi 3 octobre 2014, faisons la déclaration suivante. Considérant la volonté politique maintes fois affirmée par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, de faire du Niger un pays de paix, de sécurité et de progrès. Considérant que sous la 7e République, notre pays a retrouvé sa dignité, sa crédibilité et sa place dans le concert des pays émergents. Considérant les multiples réalisations accomplies par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État à l'endroit du peuple nigérien, considérant l'attachement du gouvernement d'union nationale sous l'impulsion de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, aux valeurs de l'unité nationale, de la paix sociale, de la sécurité et de la démocratie. Considérant la création du CEG à Malamawa-Kaka, la construction de 29 salles de classe en matériaux définitifs et dépits pastoraux dans la commune de Cherkin Hausa, considérant l'engagement du président de la République à bichiner la route Tchadoua Mayaï et Mayaï Kanambakaché Tessawa d'ici fin 2015, considérant la décision historique du 25 juillet 2013 prise par le bureau politique national du MNSD Nassara à l'unanimité de ses membres de participer à la gestion publique à travers la formation du gouvernement national. Réaffirmons notre soutien aux actions du président de la République, chef de l'État et à son gouvernement. Remercions le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, pour son engagement à réaliser dans notre département le bitumage du tronçon Tchadoua-Meyaï-Tessawa qui constitue pour les populations un rêve de plus de 54 ans. Félicitons le gouvernement de la 7e République pour avoir organisé cette année une année scolaire exceptionnelle à la grande satisfaction des élèves et de leurs parents. Soutenant sans réserve la décision du bureau politique national du MNSD Nassara prise le 25 juillet 2013 en vue de la participation de notre grand parti à la gestion publique. Apportons notre soutien ferme, déterminé et résolu à son Excellence M. Albade Abouba, secrétaire général du bureau politique national du MNSD Nassara, et l'encourageons à persévérer avec les autres membres du bureau politique national qui l'accompagnent dans sa volonté d'apporter un changement qualitatif au sein de notre parti. Demandons à tous les Nigériens soucieux de l'avenir de notre pays, de sa cohésion, de son développement, de sa stabilité, de sa sécurité et de son émergence, de se joindre au président de la République, homme d'État de grande qualité pour l'œuvre de construction nationale à travers le programme de renaissance du Niger. Enfin, implorons Allah, le Tout-Puissant, afin qu'il descende sa bénédiction sur le Niger et son peuple. Vive le Niger, un et indivisible. Vive la démocratie, que Dieu bénisse le Niger. Faites à marcher Jean Bauchi le 3 octobre 2014. Je vous remercie. A noter aussi qu'à Cherkin Hausa, Issoufou Marou a présidé un meeting organisé par les femmes de cette commune. Elles sont sorties nombreuses dire qu'elles sont au rendez-vous de la Renaissance et par conséquent leur soutien à Albadé et à travers lui au président Issoufou Mahamadou est sans faille. Le directeur général du CNUT les a remerciés pour cette marque de confiance aux autorités de la 7e République. Aussi a-t-il appelé l'ensemble des partis de la mouvance présidentielle à serrer les rangs pour faire échec à toute tentative de division et de diversion tendant à saper les efforts combien louables du président Issoufou en faveur du bien-être des Nigériens dans leur ensemble. Je le disais tantôt, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du bassin du lac Tchad. Objectif, mettre en place une stratégie commune de lutte en vue d'éradiquer les menaces de la secte islamiste Boko Haram, Isidore Banaba et Sambo Zam. Si cette réunion extraordinaire n'est pas celle
de la dernière chance pour les pays membres de la Commission du bassin de lac Tchad dans leur lutte contre Boko Haram, elle est tout de même un tournant décisif, car il s'agissait pour les chefs d'État présents à la rencontre de Niamey d'unir leurs forces en adoptant une stratégie commune de lutte, comme l'a souligné le président en exercice de la Commission du bassin de lac Tchad et du Bénin dans son discours d'ouverture des assises. Dans le combat contre le terrorisme, dans ce combat non conventionnel, dans cette guerre au sein des populations, les peuples ont soudé derrière le gouvernement et leurs armées. Nos peuples adhèrent au but politique de notre lutte, défendre les valeurs démocratiques et protéger les populations. Notre prophète, paix et salut sur lui, et le Coran, voire Surat de la Vache, verset 256, ont depuis longtemps tranché ce débat. La Ikara fait-il, dit le Coran. Autrement dit, nulle contrainte en religion. Rien donc ne justifie le terrorisme, ni les intérêts des peuples, ni la religion. Du reste, sa nature et son essence, qui exclut tout compromis, nous impose un combat absolu contre lui. Sa défaite est certaine, mais nous devons tout mettre en œuvre pour qu'elle soit rapide, afin d'abréger les souffrances des populations. Opérant dans ses débuts au Nigeria, Boko Haram semble maintenant être à la conquête d'autres horizons, comme le Cameroun. Il faudra donc aux chefs d'État des mécanismes permettant de stopper sa progression afin de mieux le combattre. C'est pourquoi, au cours de leurs échanges, les chefs d'État ont adopté plusieurs mesures, comme le déploiement des troupes sur les frontières respectives des pays membres de la dite commission. Nous avons, à cet effet, décidé de convoquer très prochainement une réunion d'experts compétents à Yaoundé. Nous avons également décidé d'accélérer la mise en place de notre état-major commun de façon à le rendre opérationnel avant la fin du mois de novembre. Tout comme, dans les mêmes délais, seront déployés à nos frontières respectives nos différents bataillons dédiés au combat contre Boko Haram. Cela se traduira à terme par une meilleure coordination de nos moyens et une occupation plus efficiente du terrain. Cela ouvrira de meilleures perspectives de coordination avec nos partenaires internationaux aussi. Notre réunion a décidé de faire préparer un projet de résolution à soumettre à l'ONU et à l'Union africaine dans l'optique de la mise sur pied d'une coalition internationale pour lutter contre Boko Haram. Si le doute existe sur la suite que pourrait donner la communauté internationale à la requête des chefs d'État, la position du Bénin, invité d'honneur de cette réunion, est claire. Dr Touma Yayi Boni préfère prévenir que guérir et manifeste d'ores et déjà sa volonté d'apporter sa contribution dans la lutte contre Boko Haram. Nous avons indiqué que, en réalité, c'est une stratégie que nous avons mise en place et qui concerne non seulement la sous-région, mais qui concernera aujourd'hui, qui interpelle également la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers l'Union africaine. Vu sous cet angle, les intérêts du Bénin sont concernés et de ce point de vue, c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes partie prenante de la sous-région. Nous allons répondre à l'appel de la conférence, de cette conférence extraordinaire. Si les résolutions de cette réunion extraordinaire venaient à être effectivement mises en application, la force de frappe de Boko Haram se trouverait réduite. Et c'est justement ce qu'attendent des millions de personnes dont la sécurité se trouve menacée du fait des agissements du À l'issue donc des travaux, les chefs d'État ont publié un communiqué final
lu par le ministre de la Défense nationale du Niger, Karijo Mahamadou. Un communiqué qui brosse les stratégies de lutte adoptées par les chefs d'État des pays membres de la CBLT. Les travaux ont porté sur l'évaluation de la situation sécuritaire et la stratégie commune de lutte contre la menace Boko Haram, menace terroriste Boko Haram dans la région, et ont été précédés la veille d'une réunion préparatoire des ministres de la Défense, des chefs d'état-major et les chefs des services de sécurité et de renseignement des pays membres de la CBLT et du Bénin. Au cours de leurs échanges, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT du Bénin ont établi avec regret le constat de la persistance des actes atroces de terreur de la secte islamiste Boko Haram sur les populations et les forces de sécurité au Nigeria et dans d'autres pays voisins. Au terme de leur délibération, les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT et du Bénin ont décidé de combattre en synergie Boko Haram partout où il sera dans la région. À cet égard, ils ont marqué leur détermination à poursuivre le renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement ainsi que la coordination de la force mixte multinationale de sécurité dans le bassin du lac Tchad. Ils ont instruit les experts d'élaborer dans les plus brefs délais une stratégie de lutte commune contre Boko Haram. Ils ont décidé de finaliser la mise en place de l'état-major de la force mixte multinationale à la date du 20 novembre 2014 dans une zone sécurisée. Ils ont décidé de finaliser l'implantation des contingents promis par les États membres de la CBLT autour de la force multinationale dans la limite des frontières nationales à la date du 1er novembre 2014. La conférence a demandé au Bénin de déployer un bataillon sur sa frontière avec le Nigeria. Ils ont réaffirmé leur ferme engagement à unir leurs efforts pour apporter une réponse commune et coordonnée aux défis sécuritaires actuels liés notamment aux menaces que fait peser le groupe terroriste Boko Haram dans la région. Et cela conformément à la résolution 1566 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui considère le terrorisme comme la plus grande menace à la paix et à la sécurité internationale. Ils ont instruit les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays membres de la CBLT du Bénin de se réunir immédiatement pour préparer un projet de résolution qui sera soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine en vue de mettre en place un cadre juridique approprié dans la lutte contre Boko Haram. Dans ce journal, nous consacrons un zoom sur le département de Madawa, situé dans la région de Maradi, une zone à vocation agro-pastorale, à la découverte de laquelle nous amènent dans ce document nos reporters Moudi Moussa et Soumaïla Dandi. Délimité à l'est par Guidan Rumji et Dakoro, à l'ouest par le département de Malbaza, au nord par Bouza et au sud par le Nigeria, le département de Madawa compte à ce jour 6 communes rurales et quelques 417 villages et ou groupements étalés sur une superficie de 4 856 000 km² pour une population estimée à 544 255 âmes. Le département de Madawa est aussi une zone par excellence d'agriculture et d'élevage où les populations composées majoritairement de Haoussa, Touareg, Peul vivent ensemble en parfaite harmonie. Madawa se trouve aussi dans ce qu'on appelle la vallée de la Tarka. Quand on prend particulièrement la commune urbaine de Madawa et la commune urbaine de Sabongida, une partie d'Azorori et de Galma sont situées dans une vallée très riche en potentiel. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de Madawa, qu'on considère comme un département qui produit beaucoup d'oignons. L'oignon est cultivé dans cette vallée-là, à travers ces communes que je viens de citer. Hormis la pratique de l'agriculture et de l'élevage qui constituent les principales activités des populations de la zone de Madawa, la localité regorge également d'énormes potentialités et est connue
pour sa grande réputation en matière de production et de commercialisation d'oignons, mais aussi de Kilichi, dont l'apport pour l'économie du département n'est plus à démontrer. Madawa produit énormément de Kilichi. Et je crois que Madawa, c'est même une référence par rapport au Kilichi. Mais pour que la production, non seulement la production, la commercialisation soit organisée, pour que ça ait une perspective au niveau national et international, il faut que ça soit organisé. Mais son organisation nécessite un soutien des partenaires et un soutien de l'État. Parce que c'est, si on peut l'appeler ainsi, dès que vous allez à Niamey, la première chose que les gens vont vous demander, est-ce que vous m'avez amené du Kilichi? Ou bien, envoie-moi du Kilichi de Madawa. Donc, nous souhaiterons qu'il y ait une intervention dans ce domaine pour l'organiser, pour améliorer la production, pour que ça soit une production même qui sait se vendre au niveau international. Comme Madawa, c'est une zone agricole et une zone de culture d'oignons, l'État appuie beaucoup les producteurs d'oignons en engrais particulièrement, et cela a renforcé leur capacité de production. Aujourd'hui, vous prenez votre oignon à partir de Sabongida ou bien à partir de Madawa, et bien la même journée vous êtes à Niamey, alors que dans le temps vous passez 2 jours avant d'arriver à Niamey et continuez encore vers l'extérieur. Cependant, l'une des difficultés que rencontre à ce jour le département de Madawa demeure encore le faible taux de scolarisation des enfants, et ce, malgré les multiples efforts que continuent de déployer les plus hautes autorités pour voir définitivement inverser la tendance. Il y a un problème. Il y a un véritable problème parce que les gens ne veulent pas inscrire leurs enfants à l'école. Ça, c'est une réalité. Depuis que j'étais venu dans ce département-là, mes efforts sont orientés vers la sensibilisation des populations pour que les parents inscrivent leurs enfants à l'école. Vous savez, ici, l'enfant est une richesse pour le parent par rapport à la production agricole. Surtout, ils sont utilisés dans la production d'oignons. C'est pourquoi vous voyez dans certaines zones, l'école est pratiquement abandonnée. Vous retrouvez les enfants en train de cultiver l'oignon. Et ça, nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait un véritable changement, une véritable révolution, que les parents comprennent que l'éducation, c'est le pilier du développement. Mais depuis ces dernières années, force est par ailleurs d'admettre qu'avec la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, dont l'objectif est d'améliorer le cadre de vie des populations, l'espoir est désormais permis pour cette zone qui commence déjà à récolter les bienfaits de cet ambitieux programme. C'est visible. Vous avez vu hier comment les populations au niveau du site de rassemblement, les gens criaient merci, excellence, merci, excellence. Tous ces merci-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui a été fait. L'État a fourni beaucoup d'efforts, en tout cas dans mon département, pour que les gens puissent reconnaître ça, pour que les gens soient reconnaissants. Et vous, en tant que journaliste, j'espère que vous avez dit à apprécier la mobilisation des gens. C'est parce que justement, les gens sont d'accord avec le programme de renaissance et les gens y ont adhéré et ils sont satisfaits de ce que le gouvernement est en train de faire. L'État, d'abord, a investi dans la production agricole à travers les engrais, à travers le matériel agricole, les motopompes, les forages, qui aujourd'hui sont visibles. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, l'initiative 3N, c'est aussi la mobilisation des gens pour changer l'environnement. Aujourd'hui, quand vous prenez des communes comme Ourno, des communes comme Azorori, des communes comme Galma, connaissent une véritable révolution en matière de protection de l'environnement. Donc ça, c'est des efforts de l'État. Sans compter le domaine sanitaire. Quand on était venu ici, il y avait une ambulance qui marchait clopin-clopin. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 3 ambulances qui essaient de faire la jonction au niveau du département. Et les perspectives sont bonnes pour couvrir l'ensemble en moins roulant. Parce que la santé, c'est aussi ça. Quand une femme dans la brousse de Ourno veut accoucher et qu'il n'y a pas d'ambulance, il faut la transporter sur une charrette. Vous voyez la difficulté, ou bien sur une moto cabou-cabou. Mais aujourd'hui, nous avons 2 ambulances à Ourno seulement
qui sont en train de faire le travail. Avec la réhabilitation tout récemment du tronçon routier Sarnawa-Madawa-Guidan-Rumji, financé à grands frais par l'État et ses partenaires, l'exécutif entend ainsi insuffler une dynamique nouvelle aux transactions commerciales dans cette zone longtemps meurtrie par l'impraticabilité de ses voies d'accès. 2 jours après la fête de Tabaski, l'insalubrité se vit dans la ville de Niamey. Les instruments ayant servi pour la grillade sont toujours au même endroit. Une situation qui doit interpeller la population et les municipalités qui doivent conjuguer leurs efforts pour donner à notre chère capitale l'image d'une ville coquette. Le constat est signé Seyni Mekido Jibril et Issa Hassan. Si quelques citoyens ont eu le réflexe de ramasser les ordures après la grillade des moutons, d'autres par contre laissent cendres et charbon, cornes et sabots sur les lieux. L'excrément des moutons et le sang versé dans les rues dégagent une odeur nauséabonde et gênent la quiétude de la population. En plus de cela, 2 jours après la fête, les instruments ayant servi pour la grillade et les bois sont toujours laissés au même endroit. Manque de civisme ou fainéantisme, en tout état de cause, cette situation ternit l'image de notre chère capitale. La population doit donc initier, après chaque fête de Tabaski, avec le soutien de la municipalité, des opérations de salubrité publique pour ainsi donner à notre chère capitale l'image d'une ville coquette, vision du projet Niamey-Niala. Sport, dans ce journal, l'entraîneur du MENA national a animé ce matin à la Finifoot un point de presse. Objectif, présenter la liste des joueurs convoqués pour le match Niger-Zambie prévu le 11 octobre 2014 prochain. Cette conférence de presse animée par le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Gernot Rohr, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du match qui opposera le Niger face à la Zambie ce samedi 11 octobre 2014. Un match qui rentre également dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Occasion pour le sélectionneur national de faire l'état de la composition du MENA. Pourquoi 22? Parce qu'on se laisse encore une possibilité d'appeler quelqu'un en fonction des arrivées qui vont encore se faire. On n'a pas encore tous les joueurs présents à Niamey. Il y a eu des problèmes logistiques qui ont fait qu'il y a encore une petite dizaine de joueurs expatriés qui ne sont toujours pas arrivés et qui n'ont malheureusement toujours pas pu prendre l'avion. Pas pour la cause de grève, mais pour des problèmes que je dirais logistiques. Les journalistes sportifs présents à cette conférence ont posé des questions pertinentes auxquelles Gernot Rohr a apporté des précisions. Comme vous me connaissez, je ne parlerai jamais d'argent. Il y a des choses qui doivent se faire en interne. Mon problème, c'est un problème sportif, mais aussi un problème de motivation des joueurs. Si on a l'impression que la promesse n'a pas été tenue de donner la prime qui a été promise après le match de Mozambique, je pense que la meilleure à vous, mais d'en parler aux intéressés qui sont les responsables. La Fédération nigérienne de football, Fenifoot, pour sa part, a précisé que le MENA a de réelles chances de se qualifier à la CAN 2015 avant de revenir sur l'état de forme des joueurs. Cette rencontre, à n'en point douter, permettra de faire véritablement le point sur nos réelles chances de qualification. On va dire que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et c'est à cela que l'encadrement technique ici présent s'y attelle. Et nous pensons, aujourd'hui, c'est une manière de donner, en tout cas, le baromètre de l'état de préparation, de la forme physique, des attentes que l'encadrement technique, au sortir en tout cas du stage qu'ils sont en train de mener, attend produire le jour du match pour avoir les résultats escomptés.
Après son sacre, un but partout contre la Mozambique, le MENA a encore tout à jouer ce samedi 11 octobre 2014 au stade général Seyni Kounché de Niamey face à la Zambie. La FENIFOOT appelle donc à la population à se déplacer massivement pour pousser notre 11 national à la gloire. Un mot de culture pour clore ce journal. Le palais de 29 juillet de Niamey a vibré hier soir au son et au rythme de l'orchestre Tal National. Un concert géant qui a permis à cet orchestre de renommée internationale de présenter son 4e album intitulé Zonzormey. Compte rendu Hervé Alali et Munkela Tijani. Présenté au public charmant du Niger son 4e album intitulé Zonzormey, tel est l'objectif de ce genre concert organisé au palais du 29 juillet de Niamey. Initié par l'orchestre de renommée internationale Tal National, avec l'appui de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, ce concert a dressé une foule immense. Venus de tous les quartiers du Niger, les fans de Tal National ont montré leur joie et leur satisfaction en s'adonnant totalement à ce concert. Le chef d'orchestre Tal National n'a pas manqué de préciser les objectifs de ce concert et de montrer aussi sa satisfaction. Ne peut être que satisfait, ne peut avoir que le sentiment d'avoir fait quelque chose dans sa vie. Et vous l'avez vu, à partir de 21h30, les guichets ont été fermés. Je l'avais dit, on l'avait promis, vous avez fait l'essentiel de la communication. Ce concert, je le dédie à vous, les médias. C'est pour montrer, c'est pour démontrer une fois de plus que rien ne peut marcher sans vous. Pour les spectateurs, ce concert vient à point nommé, puisqu'il leur a permis de bien se défouler, se distraire et de s'épanouir. Je suis très satisfaite. Vraiment, Tal National, je les encourage beaucoup. Je suis avec ma patronne Hajame Hautondi. Je suis avec elle depuis. C'est une amie d'enfance. Vraiment, Tal National, du courage. Beaucoup de courage. Beaucoup. Vraiment, c'est un spectacle grandiose. Il y a beaucoup de monde. La salle, elle est pleine. Vraiment, on remercie les gens. Sinon, avant, vous voyez, quand on fait un spectacle, musique moderne nigérienne, les gens ne participaient pas. Mais maintenant, je pense bien que les Nigériens ont compris que c'est très important de faire la promotion de la musique moderne nigérienne. Ce genre concert a connu la participation de l'artiste Ibro du Nigeria et plusieurs fans de la diaspora. Point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.